Bonjour et bienvenue dans ce 35e numéro de Pilot Reviews. Ça y est, c'est la rentrée et sa déferlante de nouveautés. Donc je vous propose de pas perdre notre temps et de commencer sans plus attendre. Mafieux canadien dans Bad Blood sur City. Dans les années 90, Rizzotto a réussi à unifier autour de lui la mafia de Montréal, plaque tournante de la drogue dans le nord de l'Amérique. Aujourd'hui, emprisonné pour le meurtre de 3 membres de la famille Borrano, il voit l'empire qu'il a construit s'écrouler petit à petit. Une série de mafieux plutôt classique, ni bonne ni mauvaise, dans la moyenne. On a droit au poncif du genre, mais sans que ce soit trop lourd. La réalisation et le rythme sont corrects, l'histoire bien que peu originale reste intéressante et les acteurs s'en sortent bien. Bref, pas très original, mais ça fait le job, à regarder pour passer le temps. Un retour en fanfare, c'est Star Trek Discovery sur Netflix. Michael Burnham, une jeune humaine, a perdu sa famille lors d'une attaque de Klingons lorsqu'elle était enfant. Elle a été recueillie et élevée par des Vulcains. Devenue adulte, elle se retrouve officier en second sur un vaisseau de Starfleet. Celui-ci croise un jour la route d'un objet non identifié, caché en orbite autour d'une étoile. Michael est envoyé en reconnaissance et tombe nez à nez avec son pire cauchemar, un guerrier Klingon. Star Trek est une institution. Depuis 1966, pas moins de 5 séries et 13 films lui ont été consacrés. Voici donc la 6e, 12 ans après la fin de Star Trek Enterprise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ce retour, on a mis le paquet. La technique est splendide, largement à la hauteur des récents films de J.J. Abrams. On a droit à un casting impeccable, incarnant des personnages atypiques. Dans la grande tradition de Star Trek, le personnage principal est une femme, forte et indépendante, noire, et n'est même pas capitaine, ou du moins pas encore. L'action est omniprésente et menée sans temps mort. Ce qui fait qu'on ne voit absolument pas passer l'heure et demie que durent les 2 premiers épisodes faisant office d'introduction. L'histoire se place 10 ans avant les événements de la série originale et ne nécessite donc pas de connaître l'univers sur le bout des doigts pour être apprécié. Les inconditionnels sauront cependant noter les petites références et y trouveront leur compte. Bref, pour l'instant, un sans faute. Crise d'adolescence, de la quarantaine et de la soixantaine dans Me, Myself and I sur CBS. Alex, ado, arrive dans une nouvelle ville. Il ne sait comment s'intégrer et bien se faire voir, surtout auprès de la belle Nori. Alex, adulte, ne parvient plus à trouver l'inspiration pour de nouvelles inventions. Alex, âgé, doit revoir son mode de vie après avoir fait une crise cardiaque. Cette nouvelle série de Dan Koppelman, à qui on devait déjà Malcolm in the Middle, nous propose de découvrir la vie d'un personnage à travers 3 époques de sa vie. L'exercice est intéressant, les différents segments temporels s'entrecroisent plutôt bien en un épisode, mais les histoires en elles-mêmes ne brillent pas par leur originalité. La honte au bal du lycée, la panne d'inspiration, la vie qui démarre après la retraite pour ce premier épisode. On a donc droit à une série correcte, sympathique, qui se laisse regarder et qui, malgré un angle d'attaque plutôt original, reste au final plutôt classique. Les gentils américains contre les méchants terroristes, c'est The Brave sur NBC. Le docteur Kimberly Wills travaille pour Médecins sans frontières, en Syrie. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle, elle est kidnappée par des terroristes. Donc Patricia Campbell, directrice adjointe de la DIA, va guider à distance Adam Dalton et son équipe de forces spéciales pour libérer la jeune femme. Vous espériez de la subtilité et une vision réaliste et humaine du monde musulman perdu. On est ici clairement dans les clichés et la propagande patriotique. On se croirait presque dans l'épisode live action de G.I. Joe. Les personnages sont réduits à des stéréotypes. Le beau blond qui est bien entendu le chef, le noir qui évidemment sait démarrer une voiture avec des fils, l'arabe dont on se méfie parce qu'il est musulman et la femme parce que faut bien une femme. La technique est bonne et tout ceci se laisse regarder. Enfin, si c'est votre truc. Mais bon, laissez votre cerveau au vestiaire. Dans The Good Doctor sur ABC. Atteint du syndrome d'Asperger, le jeune chirurgien Sean Murphy rejoint un prestigieux hôpital de Boston. Isolé, Sean a des difficultés à s'intégrer à l'équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, il suscite l'admiration de ses collègues, même des plus sceptiques. Certains définissent cette série comme étant un nouveau Dr House, mais on n'est plus dans un Sherlock médical avec son palais mental dans lequel notre chirurgien autiste projette des planches anatomiques lui permettant de faire ses diagnostics. Freddie Highmore, que je n'avais pas aimé dans Bates Motel, est ici très bon. Ce serait une bonne série si les scénarios n'étaient pas aussi prévisibles et chargés en pathos. Si vous êtes amateur de séries médicales, vous y trouverez sûrement votre compte. Sinon, passez votre chemin. Tuer le père dans Young Sheldon sur CBS. C'est un grand jour pour le jeune Sheldon Cooper. Sa première journée au lycée alors que sa sœur est encore au collège. Seulement, malgré son énorme quotient intellectuel, il n'est pas réellement adapté à ce nouvel environnement. Parmi toutes les nouveautés de septembre, le spin-off de The Big Bang Theory est vraiment celui qui me faisait peur. D'une part, j'en peux plus du personnage de Sheldon dans la série mère. D'autre part, j'avais très peur du résultat. Au final, j'ai été assez surpris. On est loin de la sitcom de geek à guerrier enregistré. On est plus dans une sitcom à la Malcolm. Plus réfléchie, plus posée,
avec de l'humour mais pas forcé. Le problème est que ça a déjà été fait et que justement c'est Malcolm. Et Malcolm est bien plus réussi, ne serait-ce qu'au niveau de la personnalité de son héros surdoué, mais surtout humain, face à un Sheldon ressemblant à un robot avec un entourage à forte personnalité, là où les parents et fratries de Sheldon ont l'air de faire valoir vide. Mais bon, tout n'est pas acheté. Le jeune Sheldon est attachant, contrairement à sa version adulte qu'on a envie de gifler. Il ressemble plus à une espèce de jeune Rayman en mignon. Le fait de ne pas tout focaliser sur l'humour est appréciable. Pour le moment, on pose juste les bases de la série, enfin surtout du personnage central, mais certains personnages secondaires peuvent avoir un développement intéressant, pour peu que les scénaristes en donnent la peine. Et pour ceux à qui la série originale manquerait, Jim Parsons fait la voix off. Bref, un sentiment mitigé, une sensation de mouais, mais qui donnait envie de laisser une chance pour un second épisode, peut-être pas un troisième. L'affaire Menendez dans Law and Order True Crime sur NBC. En 1994, Joseph Sly Mendez et son frère Eric Galen sont jugés pour le meurtre de leurs parents. Remontons les événements. Cette série est clairement une réponse de NBC à FX et son American Crime Story. Ici aussi, on a droit à une anthologie de grands crimes qui ont passionné l'Amérique. Après l'affaire O.J. Simpson, sur FX donc, voici l'affaire Menendez, avec son lot de suspense et surtout un procès, puisque pour pouvoir faire entrer ça dans le calendrier de la chaîne, on en a fait un spin-off de Law and Order avec tous les tics de réalisation qui vont avec. Jeu froid, lourd, pathos et scènes entrecoupées de tchoum. Bref, une affaire intéressante mais desservie par une réalisation calquée sur une série mère datée. Enfin, si vous aimez New York police judiciaire, vous serez ravis. Du patriotisme dans SEAL Team sur CBS. Le quotidien professionnel et personnel des membres de la plus haute unité des Navy SEALs qui s'entraînent, planifient et exécutent leurs missions les plus dangereuses à la demande du gouvernement américain. Les chaînes semblent vouloir délaisser le policier pour nous offrir des séries plus punchy. Enfin, du moins, c'est ce que laisse penser la programmation coup sur coup de The Brave et SEAL Team. Ici, on est moins dans G.I. Joe et plus dans Call of Duty, à grand renfort de technologie de pointe. Notre équipe d'élite s'en va aux quatre coins du monde défendre les belles valeurs de l'oncle Sam. Et c'est chiant. C'est pas parce que ça tire partout, avec un montage rapide, que ça va rendre l'histoire intéressante. Les personnages sont grossièrement écrits et manquent de profondeur, malgré les scènes de David Boreanaz chez le psy en mode post-trauma. L'histoire est bâclée, bref, on décroche vite. Au moins, les amateurs de Call of se régaleront. On prend les mêmes et on recommence dans Will and Grace sur NBC. Tout cela n'était en fait qu'un rêve. Will et Grace sont célibataires, partagent le même appartement et n'ont pas eu de gamins ensemble. Bref, on efface tout et on recommence 11 ans après. Nouveau déterrage de série. Après X-Files, Full House, Twin Peaks et j'en passe, voici Will and Grace. Pas grand chose à dire ici si ce n'est que les fans, même sceptiques, y trouveront leur compte. C'est comme si les années n'étaient pas passées. Tout est à l'identique, nos éternels colloques platoniques n'ont pas bougé et on pardonne le tour de passe-passe, excluant le bourbier dans lequel les scénaristes avaient englué nos héros. Après, la série ne cherche pas à se renouveler, mais bon, n'est-ce pas ce que les spectateurs cherchent? Du Will and Grace pur jus. Le monstre de la puberté dans Big Mouth sur Netflix. Nick et Andrew sont amis de longue date. Seulement, ils vont être frappés par la puberté. Et lorsque Nick verra que le pénis de Andrew est plus gros et plus poilu que le sien, sa vie va être remise en question. Cette série a été créée par Nick Kroll et Andrew Goldberg, scénaristes sur Family Guy, et aborde pas mal de problèmes liés à l'adolescence. Montée des hormones, premiers flirts, premières règles, pollution nocturne et j'en passe. Et ce, avec beaucoup d'humour et d'une façon très imagée. Andrew est le jouet du monstre des hormones. Nick prend des conseils auprès du fantôme de Duke Ellington, des tampons géants chantent les règles et j'en passe. Bref, ces problèmes sont efficacement dédramatisés. On sent les griffines à l'animation, mais l'histoire nous fait vite oublier cette influence. Bref, une très bonne série d'éducation sexuelle qui nous parle avec humour, sans mâcher ses mots. On repart pour un tour avec The Magic School Bus Ride Again sur Netflix. C'est la rentrée à l'école Walkerville et Arnold, qui déteste le changement, est rassuré de voir que tout est resté à sa place. C'est sûr, il y a une nouvelle élève, mais il devrait s'y faire. Une fois que la prof de sciences, Miss Frizzle, arrivera, pile à l'heure, comme à son habitude. Mais quoi? Elle est en retard? Et c'est une autre Miss Frizzle? Le bus magique est une institution dans le petit monde des programmes éducatifs destinés au jeune public. Entre 1994 et 1997, Miss Frizzle, mademoiselle bille en tête chez nous, et ses élèves nous avaient fait découvrir les merveilles des sciences et de la nature à travers 52 épisodes. 20 ans plus tard, Netflix nous propose cette version remise au goût du jour qui s'inscrit dans la continuité de la précédente. Une nouvelle élève, une nouvelle Miss Frizzle, la jeune sœur de la précédente, mais à part ça, on est en terrain connu. On part toujours en expédition à bord du bus pour apprendre plein de choses. La fragilité de l'écosystème des Galapagos dans ce premier épisode. Nouveau graphisme est plus moderne, mais pas trop. Et l'ancienne double
troubleuse de Miss Frizzle, dont on sent qu'elle a un peu vieilli, est toujours là, même si reléguée au segment explicatif de fin d'épisode. Bref, c'est toujours aussi intéressant et on passe un bon moment à apprendre plein de choses. Que demander de plus ? Le début de la fin, c'est Marvel Inhumans sur ABC. La race des Inhumans vit cachée dans le royaume d'Attilan, sur la Lune. À la suite d'un coup d'état orchestré par l'un d'entre eux, la famille royale est séparée et ses membres exilés sur Terre, à Hawaï. Bon, quand c'est raté, c'est raté. Et là, c'est un ratage aux proportions épiques, d'une ampleur jamais vue pour Marvel. D'abord envisagé comme un film, cette adaptation du comics éponyme est devenue une série en 8 épisodes, aux moyens colossaux, allant jusqu'à diffuser le pilote en salle obscure, en IMAX qui plus est. Tout ça pour se retrouver avec un scénario alambiqué, long et ennuyeux. Une galerie de personnages dont on nous présente à peine les pouvoirs et les motivations. Un comble, le seul qui tire son épingle du jeu est le méchant, joué par Iwan Rheon, déjà remarqué pour son rôle de psychopathe dans Game of Thrones. Et on aurait presque envie de le voir arriver à ses fins, tant les gentils suscitent peu d'empathie. Bref, voilà un beau gâchis où même les amateurs de super-héros ne trouveront pas leur compte. Détectives paranormaux malgré eux dans Ghosted sur la Fox. Leroy, un ancien flic de la LAPD devenu gardien, et Max, un ancien universitaire de Stanford devenu bibliothécaire, se font kidnapper par le bureau pour devenir des agents et enquêter sur des phénomènes paranormaux. Une série sympathique, avec du potentiel mais qui ne va pas assez loin. Le duo Craig Robinson et Adam Scott fonctionne plutôt bien, avec l'illuminé persuadé que sa femme a été enlevée par des aliens et le sceptique qui va en mission à contre-cœur, même si la mécanique de répartie entre les deux acteurs semble un peu trop bien huilée. Malgré le fait que ça passe sur la Fox, on sent un manque de moyens avec un nombre d'acteurs très réduit et des décors parfois un peu cheap. Cette série aurait eu plus sa place sur une chaîne du câble où il aurait eu plus de place pour se développer librement que sur une major. À voir tout de même. La série de petites filles enlevées de la rentrée, c'est 10 Days in the Valley sur ABC. Jane Shadler est une scénariste, mère célibataire, en pleine séparation. Après que, une nuit, sa fille se soit fait kidnapper, elle se voit embarquée dans une enquête pleine de mystères, pire que les fictions qu'elle écrit. Blablabla, tout le monde a un secret, blablabla, ne croit personne, blablabla, on connaît la chanson. Stacey Cameron a voulu coucher sur le papier ses pires cauchemars avec l'enlèvement de la fille d'une scénariste. Ça sent pas du tout la Marissou. Et cherche à mettre un coup de projecteur sur ses mères actives dans le milieu hollywoodien. Mais la réalisation est compliqué, alambiqué, pour rien, ce qui fait qu'on décroche assez vite. Au moins, pour une fois, la petite fille n'est pas morte. Envoyer la police se faire foutre dans Wisdom of the Crowd sur CBS. Jeffrey Tanner, inventeur charismatique, révolutionne la technologie en utilisant un outil de crowdsourcing pour retrouver le meurtrier de sa fille. Ce faisant, il découvre également une nouvelle méthode pour mieux lutter contre la criminalité à San Francisco. C'est le concept malsain de la rentrée. Créer une application gérée par quelques modérateurs et un seul flic pour que les gens puissent dénoncer tout et n'importe quoi. Les informations arrivent trop vite, sont recoupées par un logiciel et balancées en direct pour que notre inventeur philanthrope puisse faire sa vendetta personnelle après le meurtre de sa fille. Heureusement, on a notre gentil flic pour dire non, ne mettez pas ça en ligne, il faut vérifier l'information. Au lieu d'être une critique des dérives des réseaux sociaux, ça encense un Big Brother à échelle mondiale où on hack tout et n'importe quoi et où chaque personne devient un mouchard parce que c'est pour la bonne cause. Cette série n'est pas sans me rappeler APB, sortie en février dernier sur la Fox, dans laquelle un milliardaire philanthrope crée une police privée équipée de technologies de pointe. Et tout comme APB, cette chasse aux sorcières 2.0 est tellement ridicule qu'on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour les nouveautés d'octobre, un peu moins chargées mais quand même. Donc on se voit très bientôt. Bonjour chez vous.